sillage. Parce que il y a un zoom aussi. Il y a un zoom. C'est-à-dire qu'il y a une transmission. Je ne sais pas si on fait en direct, par live. Oui. Est-ce que c'est un live? Oui. C'est bien, on peut commencer. Oui. Bonsoir, messieurs, dames. Au nom de l'association CRI International Espoir et Dignité et en association avec la librairie L'Olivier et l'Institut du Monde Arabe, nous avons le plaisir de présenter ce soir monsieur Gérard Haddad, philosophe, ingénieur agronome, psychiatre, psychanalyste, militant associatif des droits de l'homme et de la liberté. Gérard Haddad est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la fois à la philosophie, à la religion et au conflit qui a lieu actuellement en Asie occidentale, qui oppose le colonialisme sioniste au peuple palestinien. Monsieur Haddad est un homme au franc-parler parfois surprenant pour ceux qui ne le connaissent pas, mais sa pensée libre et un peu sauvage change très favorablement, très positivement des discours convenus. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour nous parler de son dernier ouvrage, L'archéologie du sionisme. On parlera, je pense, aussi d'autres livres. L'archéologie du sionisme, qui est une espèce, vous allez me pardonner, anatomie pathologique de cette idéologie, comment elle est née, comment elle a évolué, comment elle s'est constituée, et comment probablement elle va se déliter au fil de son impéritie et de son inefficacité politique. Voilà. Merci à vous d'être là tous ce soir. Et donc, je laisse la parole à notre ami Haddad, qui va nous parler de l'idéologie, de ce qu'il en reste, de ce qui la constitue encore aujourd'hui en Israël. Merci beaucoup, merci d'être là. D'abord, ce soir, je vais vous présenter non pas un, mais deux livres qui se tiennent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à peu près au mois de février de l'année dernière. Les événements tragiques, nous vivons une tragédie épouvantable. Je ne suis pas sûr que tout le monde en prenne la mesure. Nous vivons une tragédie, c'est mort par dizaines de milliers, c'est un cauchemar que nous vivons. Et apparemment dans une espèce de, je dirais pas d'indifférence, mais comme si les gens sont hypnotisés, somnolent. Ouais, d'accord. Moi, j'aurais dû d'abord dire que ce que je suis essentiellement, c'est que je suis un psychanalyste. Je suis le seul dans le monde, je crois, agro-psychanalyste. Parce que j'étais d'abord agronome, jusqu'au jour où j'ai rencontré un phénomène qui m'a beaucoup aidé, pour lequel j'ai gardé toute ma gratitude. Il s'appelait Jacques Lacan. Et je me suis lancé avec lui dans une analyse qui a bouleversé totalement ma vie. Et je suis devenu médecin. J'avais 30 ans, j'ai fait 11 ans de médecine. Et puis voilà. Et puis récemment, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une thèse de philosophie? Je fais au mois de février, là, je l'ai soutenu. Alors moi, je suis d'abord psychanalyste. C'est ça qui a été l'élément essentiel de ma vie. Et je pense que chacun de nous a en l'intérieur de lui-même devrait avoir une espèce de sismographe. Quand la Terre va trembler, ça bouge. Et bien, au mois de février l'année dernière, je me suis dit, quand ça a commencé à prendre cette tournure épouvantable de crimes de guerre, de massacres, et surtout pour moi, d'enfants martyrs, mourant de faim, amputés sans anesthésie, jusqu'au meurt. Je ne suis pas un militant politique. J'étais autrefois, mais bon, avec l'âge, on se calme, puis on n'a plus l'énergie. J'écris. J'ai une vie comme ça depuis mon enfance, depuis l'âge de 15 ans.
l'écriture est une des activités dont je ne me suis jamais lassé, parce qu'elle était curieux. Je me suis souvent lassé de beaucoup de choses là-dessus. Devant la tragédie du peuple palestinien, subissant cette horreur de la part de gens avec lesquels j'ai quand même quelques attaches d'origine ethnique, puisque je suis juif, et j'ai beaucoup de... Le judaïsme, pour moi, c'est pas rien, ça compte, c'est important. Comment peut-on... Que faire dans cette situation? Que voulez-vous que je fasse, moi? Eh bien, d'écrire un livre. Et c'était au mois de février que l'idée a jailli. La plupart de mes livres naissent d'un jaillissement involontaire. Et je l'accueille. C'est pas moi qui écris les livres, souvent c'est les livres qui m'écrivent, au fond. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et j'ai eu cette idée un soir, et l'idée est venue tout entière de cette histoire que j'ai appelée d'emblée archéologie du sionisme. C'est quoi ça, le sionisme? Il faut qu'on précise les mots. Parce qu'on met dans ce mot des tas de choses qui n'ont rien à voir, qui sont différentes. J'ai reconstitué un peu l'historique de cette affaire. Autrefois, il y avait dans la tradition juive les vieux rabbins ou des gens comme ça, même des gens éminents, à la fin de leur vie, allaient mourir à Jérusalem. C'était le cas de Yehuda Halevi, par exemple, l'auteur de Koussari, et puis d'autres. Mais c'était pas... Alors, on nous dit c'est du sionisme. Non, c'est pas du sionisme. Le mot sionisme n'existait pas d'abord. Il a été créé en 1892 par un journaliste qui s'appelait Birnbaum. Et Herzl va le reprendre. Donc, je voudrais qu'on cantonne le mot sionisme à cette idéologie qui est née, qui a été créée par cet individu qui s'appelle Théodore Herzl, mais accompagné d'un autre qui s'appelle Max Nordau, un drôle de gus, je trouve. Un homme qui pensait que tout était dégénéré, sans se poser la question s'il n'était pas un peu lui-même. Bon. Donc, tout n'est pas sionisme. Je pense à quelqu'un dont j'ai traduit l'autobiographie, qui s'appelait Eliezer Ben Yehuda, qui a un jour, ce type, ce gamin, c'était un adolescent, il était lituanien, par là-bas, et il a eu une espèce de fantasme, d'hallucination, appelez ça comme on veut. Il voulait que la langue hébraïque renaisse. Et il s'est sacrifié pour ça. Il a été vivre à Jérusalem. C'était un vrai... Est-ce qu'on peut dire qu'il était sioniste, lui? Non, ça n'existait pas encore. Il était là, c'était l'année 1880. Donc avant, 20 ans avant, 17 ans avant, le premier congrès sioniste de Herzl à Suisse, à Bâle. Il a eu lieu à Bâle parce qu'il devait avoir lieu à Munich. Sauf qu'à l'époque, les rabbins, les gens qui connaissent le judaïsme, avaient dit « Ah non, 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 on ne veut pas ce truc ». Ils ont interdit le congrès qui devait se tenir à Munich. Et donc, on a trouvé qu'à Bâle, ça a été possible. Donc, ça a été le premier congrès de Bâle. Alors, je vais essayer, quand j'emploie le mot sioniste, j'ajoute herzlien. Parce que des gens, bon, il y a une attache liée à la piété des textes anciens, etc., qui relie un peu quand même les Juifs à Jérusalem. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être qui allaient finir leur jour, qui voulaient même vivre là-bas. Mais ça ne veut pas dire coloniser. Je suis sûr que si la démarche avait été différente. Je connais l'hospitalité du monde arabe, quand on le respecte. Il faut savoir respecter les Arabes. Ceux qui les respectent, eh ben, ils en tirent un grand profit par l'hospitalité qu'ils ont, qui est unique. Enfin, unique, je ne sais pas quelle est l'hospitalité des Indiens ou des Japonais, mais moi qui suis de Tunisie, je connais, j'ai vécu, je sais ce que c'est que l'hospitalité arabe, musulmane. C'est un rappel de la... Moi, je vais me mettre en avion.
on sera plus dérangé. Je suis sûr que... Alors, donc, Ben Yehuda, pour en revenir à lui, quand il arrive, il ne connaissait rien. Vous savez, la plupart des gens, d'Européens, vous savez, l'Europe, il y a cette espèce de morgue européenne, et maintenant on commence à y voir plus clair, qui fait qu'en dehors d'Europe, il n'y a rien, pratiquement. Récemment, j'ai eu le plaisir de découvrir cet écrivain palestinien si intéressant qui s'appelle Edouard Saïd, et qui dit cet européocentrisme du 19e siècle était quelque chose d'assez extraordinaire. Et il signale la lecture d'un auteur, Joseph Conrad, qui est un des premiers écrivains qui s'est intéressé que le monde n'est pas simplement la petite Europe, n'est-ce pas, éventuellement son annexe américaine. Sauf que maintenant c'est l'inverse, l'annexe apparaît de l'Europe, qui serait l'annexe de l'Amérique. Il y a eu un livre qui est apparu, là, qui est assez étonnant, qui s'appelle « L'antisionisme est une histoire juive », que vous trouvez là-haut. C'est un livre assez intéressant, très intéressant, qui est fait, c'est pas un essai, c'est un recueil des textes écrits uniquement par des juifs, des rabbins, des penseurs divers et variés. Et moi j'ai lu ce livre, ça m'a aidé. L'histoire, elle est comme ça. Vous savez, les Hébreux, autrefois, dans l'Empire romain, il y a eu des guerres incessantes autour de Jérusalem avec l'Empire romain, les Romains. Les Romains, ils voulaient qu'on les respecte, mais ils n'aimaient pas les pays indépendants. Donc, il y a eu un empereur romain particulièrement sympa qui s'appelait Adrien, qu'on aime beaucoup en France, parce qu'il y a Madame Chose, là, qui a écrit un livre, Les Mémoires d'Adrien. Yourcenar. Mais c'était une belle crapule, cet homme-là. Ça, elle ne le dit pas. Elle, par exemple, je prends une phrase de son livre. Adrien dit « Ces gens-là, on ne peut pas les vaincre. On ne peut que les exterminer. » C'est l'inventeur des génocides. Et c'est un point commun avec les Palestiniens, je dirais. Les Palestiniens, on ne peut pas les vaincre. On ne peut que les exterminer. C'est de l'Adrien à l'époque moderne. Donc, dans ce livre, on raconte l'histoire comment, bon, après ces guerres incessantes avec les Romains, etc., la nouvelle génération des sages rabbiniques était devenue, qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça? Ils ont voulu faire une espèce d'accord avec les Romains. Laissez-nous faire notre foi, et puis vous, bon, rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un pharisien qui a dit ça. Il s'appelait Jésus-Christ. Et ça, j'aime bien taquiner mes amis chrétiens quand je leur dis que Jésus était un pharisien. Mais ça, je le démontre. D'ailleurs, ses meilleurs amis étaient pharisiens. Joseph d'Arimathie et quelques autres. Lui-même, sa doctrine est très proche de la doctrine des pharisiens. Bref, à cette époque-là, on a élaboré un truc, on a pris un texte magnifique qui s'appelle le Cantique des Cantiques, dans lequel il y a un verset qui est répété 3 fois. Ce verset dit la chose suivante, je vous en supplie, c'est un texte merveilleux. On le lit tous les vendredis soirs dans les synagogues, ce qui est quand même bizarre, voir des petits-enfants qui disent tes seins sont comme des biches qui descendent de la montagne. Mais comme ils ne savent pas ce qu'ils lisent sans comprendre. Bon. Et donc, dans ce Cantique des Cantiques, qui est un des plus beaux poèmes qui existent, et qui a inspiré tant de monde, en particulier toute la mystique de Sainte Thérèse d'Avila, et toute la mystique espagnole, il y a un verset répété 3 fois. C'est le seul répété 3 fois. Ce verset dit la chose suivante. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Ça pourrait servir aussi dans notre vie privée. Hein, aussi, enfin, pas pour les jeunes, parce que moi... N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et les rabbins de l'époque ont dit, il faut comprendre ce verset, c'est pas du tout l'histoire. L'amour, c'est quoi? C'est la reconstitution d'une entité politique juive en Palestine. N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et comme c'est répété 3 fois, ils ont dit ils ont interprété ça par une phrase. L'ona ale la homma, nous ne monterons plus à la muraille. C'est quoi dire? Ce qui veut dire, dans ce joli style d'autrefois, monter à la muraille, c'est faire la guerre. Nous ne ferons plus la guerre. Si jamais il se constitue un foyer juif,
l'unité juive, elle devra être faite pas par la guerre, elle devra être faite par l'accord des nations, par l'intervention. Alors, ceux qui détestent ces gens-là disent ouais, c'est des tarés, ils pensent que Dieu va, le Messie, toutes ces bêtises-là. Eh bien non. À tel point qu'en 1947, quand il y a eu l'accord que l'ONU a donné ce partage, injuste, il faut dire, parce qu'il y avait 600 000 personnes d'un côté et plusieurs millions de l'autre, on a donné moitié-moitié. Il ne fallait pas. Bref, ces gens-là qu'on appelle par exemple, il y a des courants aujourd'hui juifs pieux, qu'on appelle par exemple les Satmars, je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Les Satmars, c'est un courant chassidique. Et eux qui sont totalement hostiles au sionisme. Plus anti-sionistes qu'eux, vous ne trouvez pas. Et on leur a dit, mais voilà, c'est un accord international, c'est l'ONU, donc c'est la paix, donc c'est comme... Vous devriez accepter cette solution. Et pourquoi pas? Parce que les principaux intéressés n'ont pas été consultés. Et qui c'est les principaux intéressés? Les Palestiniens. Là, c'est une phrase qui est prononcée cet éminent personnage qui s'appelait Joel Tenenbaum. Vous trouvez ça d'ailleurs dans ce livre aussi. Ce monsieur était un type assez extraordinaire parce qu'il, dialoguant quand même avec les sionistes, il dit mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre sionisme? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Vous voulez combler cette souffrance de l'exil, cette souffrance du manque? Mais vous êtes bête ou quoi? Le manque est constitutif de tout être humain, juif ou pas juif. Monsieur Tenenbaum, vous avez lu Lacan ou quoi? Ou c'est Lacan qui vous a lu? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, cette phrase m'a ébloui. Le sionisme a voulu supprimer le monde qui nous habite. Donc, il y a eu ce serment a été fait par les sages du monde juif de ne plus faire la guerre. Si jamais de devenir, ça doit être par des voies pacifiques. Ça doit être fait d'un accord avec la population locale, etc. Tout ça est resté comme ça, endormi. Moi, jamais pratiquement pensé vraiment. C'était un rêve. À la fête de Pâques, par exemple, on dit l'année prochaine à Jérusalem. On dit Amachol Yerushalayim. Hashana Haba Yerushalayim. Bon, en hébreu, en arabe, mais personne n'y croyait vraiment, c'était comme ça. Voilà. Nous arrivons au XIXe siècle en Europe. Tout le monde oriental, juif, des pays orientaux, arabes et autres, il y avait des juifs en Chine, il y en avait en Inde, il y en avait en Éthiopie, etc. Enfin, c'est en Europe que ça se passe. Il va y avoir tout le XIXe siècle, qui va être le siècle des mouvements nationaux. Ceci à partir de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. La Révolution française est un événement d'une importance considérable qui a bouleversé le monde jusqu'à présent. Comme j'ai vécu en France, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Il a fallu que j'aille en Nice. Je rencontre ce personnage assez étonnant dont je vous parlerai. Il s'appelait Yeshayahu Leibowitz, qui a dit « Ah, la Révolution française, ça c'est l'événement, quoi ». Il y avait deux événements pour lui. La Révolution française, j'ose pas vous dire l'autre, c'est le féminisme. Il disait c'est la plus grande révolution qui ait jamais existé. Ce vieux rabbin là, le féminisme est la plus grande révolution qui ait jamais existé, et elle s'est faite sans verser une goutte de sang. C'est vrai ça. Les femmes ont obtenu le droit de vote, petit à petit l'égalité, etc., sans verser une goutte de sang. La lutte des femmes féminines, moi je suis un féministe, enfin, j'ai un fait pour ces auteurs, je pense à Carol Gilligan, je pense à Judith Butler, etc. Ce sont des gens remarquables qui nous apprennent tant de choses dont nous avons besoin. Donc, 19e siècle, c'est la période du mouvement national. Et il va y avoir, dans le monde juif, aussi des petits noyaux d'idées d'un mouvement national juif. C'est pas du sionisme. Le premier auteur qui a écrit des choses là-dessus, curieux, il s'appelait Moses Hess.
Vous ne connaissez pas Moses Hess, et quelqu'un qui l'a bien connu, il s'appelait Karl Marx. C'était son meilleur ami. Moses Hess était l'ami intime de Marx, et il avait pour Marx une admiration sans limite. Et puis c'est lui il y avait un jeune homme qui s'appelait Engels, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et il l'a converti au communisme. Et ce Moses Hess, donc, ils vont créer avec Marx, ils vont créer la première internationale. Et puis il va y avoir des événements peu agréables, en particulier 2 événements qui vont le bouleverser. Un qui s'appelle l'affaire Mortara. Peut-être ça vous dit quelque chose, parce qu'il y a eu un très joli film qui est passé il y a quelques mois, ou il y a 1 an ou 2, de Gilberto Celli, je crois qui. Bellocchio. Pardon? Bellocchio. C'est pas Bellocchio, non. Oh non, Bertoncelli. Comment? Bertoncelli. C'est Marco Bellocchio. C'est sûr. Marco, en tout cas, le film sur l'affaire Mortara est un très beau film. Une histoire invraisemblable, les ravages que pouvait faire l'Inquisition au XIXe siècle. On n'est pas dans les... Donc c'est un petit gosse qui avait 4, 5, 6 ans, je sais pas, 5 ans, et dans une famille juive de Bologne, qui était à l'époque appartenait aux États du pape. La femme de ménage, qui était aussi l'espèce de nounou, elle va se promener avec le gosse, elle l'amène à l'église, et poum, elle lui gère de l'eau bénite sur la tête, donc elle le baptise. Le gosse n'a pas demandé son avis, il a demandé l'avis à personne. Et l'église va dire, alors ils ont marqué dans le registre, hein, le petit Mortara, il s'est converti. C'est un gamin, la mère déchirée, mais quoi, mais c'est... Donc il va y avoir un grand mouvement dans toute l'Europe pour défendre le Mortara, dont ce Moses Hess, en particulier, mais il y en a eu d'autres. Ces gens-là se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde chrétien dans lequel nous vivons, qui nous pique nos gosses malgré nous? Donc, il va écrire un livre qui s'appelle, un titre qu'il n'aimait pas, qui s'appelle Rome et Jérusalem. C'est le premier texte qui va être publié, qu'on pourrait dire, l'idée d'un mouvement national juif. Il va y en avoir... Alors, l'horreur qui avait lieu à l'époque, c'était l'Ukraine, la Russie, cette région-là. Prenons le cas de l'Angleterre. En Angleterre, les Juifs, ça allait, hein. Le personnage le plus célèbre en Angleterre, c'est un Juif qui s'appelait Disraeli. Et quand il était battu aux élections par M. Gladstone, la reine Victoria, elle en pleurait. On ne peut pas dire qu'elle était antisémite, à moins de s'appeler Raphaël Antoven. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ce nom-là. En fait, c'est un malade de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'ils ne sont pas. Si vous connaissez un traitement, vous l'indiquez. Moi, je n'en connais pas. Et donc, la deuxième personne la plus connue à l'époque en Angleterre, c'était un certain Sir Montefiore, qui était shérif de Londres. C'était des gens, mais il n'y avait pas de problème. En France, on avait créé mieux. Mais dans les pays de l'Est, dans l'Empire tsariste, ça a été à un moment donné une période d'horreur absolue. C'est à partir du moment où le tsar Alexandre II, qui n'était pas plus mauvais qu'un autre, hein, a été assassiné. Et, comme on dit en tunisien, la tête du chauve est plus proche de Dieu. On va s'en prendre à qui? On va s'en prendre... Bon, alors il va y avoir des pogroms, mais alors d'une horreur absolument inouïe. Mais on a des récits là-dessus, je vous les passe. Parmi eux, il y avait un type qui était un brave médecin de Odessa, qui s'appelait Léon Pinsker. Léon Pinsker, lui, il voulait que les Juifs s'assimilent là où ils se trouvent. Et bien que vivant en pays islam, il faisait la promotion de la langue allemande. Lui-même, il était devenu médecin, etc. Sauf qu'il devait assister à ces barbaries. Parce que vous savez, la barbarie est toujours là, elle n'est pas loin, la barbarie. Regardez Gaza, c'est quoi? C'est la barbarie, quoi. Elle est à notre porte. Il suffit de... Si vous ne fermez pas bien la porte, elle rentre. On dirait que l'homme a besoin, il est là derrière lui. Les Grecs appelaient ça les Érinies. C'est peut-être ça, la barbarie, les Érinies. Et donc, il écrit un texte qui s'appelle Auto-émancipation. Un petit texte
assez, je trouve, punchy, comme on dit, vraiment un style sympa, bouleversant. Et il prône que c'est un lieu de refuge. On va chercher, donc, chez des gens divers, on va chercher un refuge. Parce que ce n'était pas un pogrom, c'est pas 2 pogroms, c'est pas 6 mois, c'est 20 ans. Tout le temps, ça allait. Depuis 1801 jusqu'à Kishinev, 1902, et même après. Et puis il paraît que les Juifs, ils aimaient bien bouffer les petits chrétiens, qu'on appelle le crime rituel, bien préparé, c'est paraît-il délicieux, je sais pas. Il y avait des tas de choses qui circulaient comme ça, qui entretenaient une haine féroce. Et donc vraiment, beaucoup de ces populations sont parties aux États-Unis, ce qui va créer d'ailleurs cette grande diaspora juive aux États-Unis, qui va apporter quand même des choses culturelles importantes depuis le cinéma. Vous savez l'histoire de Charlie Chaplin, on avait dit longtemps qu'il était juif. On m'a demandé si vous êtes juif, je dis non, et pourquoi vous dites que c'est juif? Ben, j'ai vu que c'était eux qui contrôlaient Hollywood, alors j'ai dit que je suis juif pour qu'ils ne me laissent pas me fassent petite anecdote. Et donc, c'est de là, de ces horreurs, qui ont lieu dans un monde orthodoxe, chrétien. Vous avez eu plusieurs tentatives. Il y avait par exemple la tentative qu'on appelait une idéologie qui s'appelait le Bund. Le Bund, c'était un mouvement socialiste. Alors les idées de Marx et du socialisme étaient très prégnantes dans tout ça. Les gens du Bund, ils ont dit, ils se sont constitués avec des équipes d'autodéfense, mais nous sommes polonais, nous sommes lituaniens, nous sommes russes. Nous voulons lutter aux côtés de la classe ouvrière de notre pays pour établir un régime équitable, humain, etc. C'est parmi eux que vont se recruter une bonne partie, d'ailleurs, des cadres des partis bolcheviques, ou mencheviques. Toute cette grande histoire qui va démarrer début du XIXe siècle avec un grand mouvement qui s'est appelé la Haskalah. Je suis fasciné par ce mouvement qui s'appelle la Haskalah. La Haskalah a été créée, lancée par un monsieur dont le nom sera célèbre, qui s'appelle Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn, il a eu en plus un petit-fils que j'adore, puisque c'est Félix Mendelssohn, un des musiciens les plus émouvants que je connaisse. Donc Moses Mendelssohn, il avait dit, il voulait que les Juifs, c'était un juif pratiquant, un pieux, mais il voulait que les Juifs s'ouvrent, qu'ils se mettent en harmonie avec la culture européenne. À l'exemple, disait-il, de ce grand maître espagnol qui s'appelait Maïmonide, qui, dans son guide des égarés, dit avant d'étudier tout ça, il faut que vous étudiez les mathématiques, la physique, la médecine, etc. Cet esprit maïmonidien d'ouverture à toute la civilisation, à toute la culture, à son époque surtout arabe, hein, puisqu'il vivait d'une part en Andalousie, puis après il va vivre au Caire. Cet exemple maïmonidien va être repris par M. Moses Mendelssohn, qui a écrit un livre qui s'appelle Jérusalem. Et d'ailleurs, il a traduit en allemand le livre de Maïmonide. Sauf que, à la suite de Mendelssohn, le monde juif va éclater. Il va y avoir apparition, parce que le monde juif jusque-là vivait sous la tutelle, le joug, comme on dit, d'une manière pas du tout péjorative, des rabbins, de la tradition juive, de la loi juive. Et cette domination de la religion, unanime, tous les juifs étaient sous... On ne pouvait pas être autrement à l'époque, avant même. Tout ça va éclater et va donner lieu à cette extraordinaire efflorescence d'esprit qu'on appelle les maskilim, l'esprit de la Haskalah, qui vont conquérir un petit peu tous les trucs, que ce soit en musique, que ce soit... tous ces gens qu'on appelle Freud, tout ça, ce sont des enfants de la Haskalah. Mahler, cette grande culture de la Mitteleuropa et enfants de la Haskalah. Donc, il y a eu un type aussi qui s'appelait le baron Hirsch, qui vivait très bien, hein, il était baron, il était anobli 2 fois en plus, lui. Comment on peut être anobli 2 fois?
Enfin, il a été anobli 2 fois. Une fois par le roi de Bavière et une fois par je ne sais pas qui. Peu importe. Et lui, c'est un homme très très riche d'ailleurs, qui sa tombe Montmartre. Bouleversé par ce qu'il apprenait, il a décidé de sauver ses frères juifs. Et il va essayer de créer une colonie en Amérique, d'abord, puisqu'il y avait la conquête de l'Ouest à l'époque, hein, le Far West. Et puis comme ça ne marchait pas, il a eu l'idée de faire quelque chose en Argentine. Donc beaucoup des Juifs qui étaient massacrés dans cette Europe de l'Est s'enfuyaient et ils allaient vivre en Argentine. Et il y a d'ailleurs un très intéressant, très fort judaïsme argentin. Jusqu'à présent. Donc, là-dessus arrive un monsieur qui avait une belle barbe, qui jusque-là, ils s'en foutaient comme dans 40 des Juifs et du sionisme, et tout ça, toutes ces questions. Il était autrichien, il était hongrois d'ailleurs, mais il vivait à Vienne. Et qui s'appelle Theodor Herzl, qui était un journaliste. Et d'ailleurs, si vous lisez un très beau livre de Stefan Zweig, qui s'appelle L'Europe d'hier, vous avez dans ce livre un portrait de Herzl. Très élogieux. À l'époque, Herzl était secrétaire de rédaction de la grande revue autrichienne. Hein. Il accueille ce petit Stefan Zweig, il avait 18 ans, évidemment, et on n'a jamais vu ça dans l'édition parisienne aujourd'hui. Il prend son texte devant lui, il le lit avec son crayon à la main, etc. Et à la fin, il dit « C'est bon, je publie ». C'est quand même un type sympa, c'est pas, faut pas imaginer. Et puis voilà qu'on l'envoie à Paris. Alors là, les versions vont diverger. Il va y avoir l'affaire Dreyfus. Tous les gens vous raconteront à peu près, bon, peut-être ils ont raison d'ailleurs, que l'affaire Dreyfus va bouleverser Herzl, et c'est là qu'il va avoir cette conversion, d'où va naître le sionisme. Est-ce que c'est vrai? Herzl avait une habitude, il avait un journal qui publiait. Le jour de la, comment on appelle ça, où on a dégradé Dreyfus, on a la date. Herzl, dans son journal, il ne dit rien. S'il avait été si bouleversé, il aurait aimé quelque chose, non? Donc il y a un doute là-dessus. Donc on ne sait pas ce qu'il lui a arrivé à ce Herzl. Et il va écrire un livre. Lisez-le. Je crois que tous les sionistes devraient lire ce livre quand même. C'est ce qu'on appelle les fondateurs du sionisme. Parmi tous les mauvais livres que j'ai lus, c'est un des plus mauvais. Parce que c'est un livre dingue. Aucune des propositions qui est faite dans ce livre ne passera en action. Il voulait créer un État aristocratique, un peu à l'Angleterre, il voulait. Il déteste. Alors quand vous pensez aux sionistes, à quoi vous pensez souvent? On pense au kibbutz, l'agriculture. Ben, demandez à Herzl ce qu'il en pensait du kibbutz. Il dit quoi? L'agriculture? Mais on ne va pas régresser, hein? On ne va pas devenir des ploucs, on ne va pas devenir des paysans, mais ça ne va pas la tête. Bon. Donc l'agriculture. Deuxième point dans le kibbutz, c'est le truc collectif. Quoi? Le collectivisme, il avait une haine absolue de ça. Donc quand on vous dit de ce qu'a fait ce Herzl, il y a une seule chose qu'il peut-être peut lui accorder. Il a créé un organisme très bureaucratique qui va s'appeler l'Organisation sioniste mondiale. Et c'est elle qui va prendre en main des tas de choses. Moi, je dis, c'est comme les coucous qui posent ses œufs dans les nids des autres. Et à la langue hébraïque, il demandait à Herzl ce qu'il pensait. Mais ça va pas, non, mais c'est quoi cette langue? Qui la parle? Comment voulez-vous que je demande mon billet de train, là? Je veux faire Genève-Annemasse en hébreu, qu'est-ce que je dis? Bref, il n'a pas dit ça, lui, Genève-Annemasse, il a dit, je sais pas quoi, il a dit, comment, si je veux acheter mon billet de train, qu'est-ce que je dis? Alors que depuis 20 ans, il y avait un monsieur tuberculeux
qui se coltinaient la question de la langue hébraïque, le fameux Eliezer Ben Yehuda. Ils s'en foutaient complètement. Ils n'ont jamais été en Palestine, ces gens-là. Il y a une anecdote très amusante. Alors, il avait une âme damnée qui s'appelait Max Nordau. Max Nordau, il avait un truc, un djouk, comme on dit en hébreu, un cafard dans la tête. C'est la dégénérescence. Tapez Google, là, ou Amazon, vous verrez. Max Nordau, le livre le plus connu qu'il a fait, c'était Dégénérescence. Il faut dire qu'à l'époque, au XIXe siècle, la dégénérescence était une idée très répandue. Qu'est-ce qu'un alcoolique? Un dégénéré. Qu'est-ce qu'une hystérique? Dégénéré. Qu'est-ce qu'un homosexuel? Un dégénéré. Tout était dégénéré. Et le coup de génie de Freud, parce qu'il faut quand même revenir à mon cher Freud quand même, c'est d'avoir dit non, pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. L'hystérique, elle n'est pas dégénérée, elle souffre de réminiscence. Ce sont des souvenirs traumatiques qui... Mais c'était vraiment... On ne se rend pas compte de ce coup d'éclat qu'il a fait. Alors, chez ce brave Max Nordau, je n'ai pas lu d'ailleurs, il dit par exemple, tout l'art, aujourd'hui, Wagner, Mahler, tout ça, c'est des dégénérés. Hein? La peinture de Picasso, dégénérée. Toi, t'étais dégénéré, je suis. Et qu'est-ce qui était plus dégénéré en particulier? C'était quoi? C'était les Juifs. Les Juifs sont des dégénérés. Merci. À une époque où le peuple, il y a eu des Freud, des Einstein, des gens un peu quand même pas si dégénérés que ça, je trouve. Eh bien, monsieur Max Nordau, il pense que ça est dégénéré. Et le sionisme devait permettre la régénération de ces dégénérés. Monsieur Max Nordau était tranquillement installé à Paris. Il n'a pas les fréquenté, pas à Lorient. Il y a une belle anecdote en 1899, il dit à son ami Théodore, c'est ce que j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris, Max? Il paraît qu'il y a des Arabes qui habitent en Palestine. Mon Dieu, tu es sûr de ça? Il faut dire un peu les dingues que c'était. Herzl est mort très tôt après, il n'a pas vécu longtemps. Alors pourquoi? Alors on dit qu'il avait des maladies cardio-respiratoires. Je pense qu'il avait la syphilis, moi personnellement. Il y a des maladies très répandues à l'époque. Nietzsche, mort de la syphilis. Les gens qui mouraient de la syphilis, c'était des gens très bien. C'est pas une insulte de dire ça. Il est mort donc, il avait 44 ans. Il a épousé une femme et qui s'en allait pas du tout. Le couple Herzl, c'est l'horreur. D'ailleurs, elle va finir très mal, puisque madame va finir à l'hôpital psychiatrique. Elle avait pas mal de pognon. Ça a été récupéré par lui, non pas pour se mettre dans la poche, hein, mais pour ses bouquins, pour publier ses trucs et tout ça, ses actions. Il a ruiné sa femme, qui le détestait complètement, bien sûr. Un mari pareil, on s'en passe. Et donc, quand il a été à Paris, elle restait à Vienne, avant d'aller à l'hôpital psychiatrique. Et il a eu 3 enfants qui ont vécu à Paris, en France. La première, alors quand il allait mourir, il a dit, mes enfants, il faut les mettre à l'assistance publique. Ouais. L'aîné, à Bordeaux, ça se passe. Mais c'était Bordeaux. L'aîné s'est adonné à la drogue. Et comme il faut avoir de l'argent pour la drogue, hein, vous voyez un peu le truc, le cercle vicieux. Elle avait un frère qui, entre-temps, s'était converti au christianisme et qui adorait sa sœur. Et puis donc, il apprend que lui était à Londres, il apprend que sa sœur était au commissariat, qu'elle était arrêtée, etc. Il apprend qu'elle est morte, d'overdose ou quoi. Il prend un revolver, bang, il se tue. 3e enfant, une fille, elle a eu un destin, j'ose pas dire meilleur. Elle va être déportée dans un camp, mais ça c'est après, dans les années 40. Donc c'est déjà... Sauf que elle avait un fils qui avait été aux États-Unis, et quand il apprend la mort de ses parents dans le camp, il se suicide aussi. Donc, la descendance d'Herzl, il n'y a personne. Génocide. Alors je me dis, cet homme qui voulait sauver le peuple juif en entier, n'a même pas été fichu de sauver ses 3 gosses. Moi j'ai un problème avec ça. Je pense que les hommes politiques, il faut quand même s'intéresser un peu à leur vie privée.
Un président qui n'ose pas épouser la femme avec qui il a fait 5 gosses, je me méfie. Un président qui n'a pas osé qui s'est défié devant la paternité, je me méfie. La plupart des gens ne se méfient pas, d'où la situation aujourd'hui de la France. Passons, parenthèse fermée. Donc, voilà, donc, alors, ce monsieur Herzl, ainsi que tous ces gens qui l'entourent, en particulier, bon, Max Nordau, passons, le successeur, ça va s'appeler Ussishkin, ils avaient une haine absolue de quoi? Devinez de quoi? Du judaïsme. Cette espèce de truc épouvantable, de superstition, de texte. Franchement, s'il avait un peu étudié un peu le Talmud, il verrait que le Talmud, c'est vachement intéressant. Moi, quand j'ai l'occasion, je ne la rate pas. C'est vraiment passionnant, le Talmud. Bon. Ces gens-là ont rejeté, littéralement, l'héritage juif. Contrairement à d'autres courants nationaux, comme celui de Moses Hess, ou celui même de Léon Blum, là il y aurait à redire. Le sionisme se crée sur le rejet. Je pense qu'il y a des gens qui parlent allemand ici. Je dirais la Verwerfung. Vous parlez l'allemand? La Verwerfung que mon cher Lacan a traduit par la forclusion. Le sionisme repose sur une forclusion du judaïsme. L'effet à distance de la forclusion, c'est la psychose. Nous la vivons aujourd'hui. Nous la vivons depuis un moment. Mais là, Gaza, c'est l'épanouissement total de cette foule. Moi, quand j'ai entendu les nouvelles venant de cette situation de Gaza, c'est voir ces horreurs, ces femmes, ces petits-enfants, etc. J'ai dit, on est dans la folie. On est dans la folie que personne n'arrive à arrêter. On n'est pas ce vieux con de Biden qui ne s'est jamais privé d'envoyer quelques bombes de 2 tonnes. Sachant que Gaza est l'endroit où la densité de population est la plus forte. Vous jetez une bombe d'1 tonne là-dedans, vous tuez 50, 60 personnes. Il aurait pu s'arrêter, non, ce vieux-là? Moi, je suis plus vieux que lui. Hein. Mais c'est pour ça que je me permets de le dire. Ils n'ont pas fait un geste pour éviter le génocide, le massacre. Pas un geste. Il a fallu que le petit cinglé de Trump, là, c'est lui qui a quand même... Laissons tomber, hein, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais n'empêche qu'il y a eu le cessez-le-feu. Les gens boivent de l'eau, les gens mangent un bout de pain, les gens se lavent, les gens sont soignés, quand même. Même si ça dure que 15 jours, 3 semaines, un mois, j'espère que ça va durer définitivement. Mais déjà, comme on dirait chez nous, alhamdoulilah, on a eu des vacances, on a un moment d'arrêt. Quel soulagement, pour nous tous, pas pour eux seulement. Moi, pour moi, qu'est-ce que je suis soulagé? Un soulagement... Donc, ce système sioniste a reposé sur quoi, finalement? Puisqu'il n'y avait pas de judaïsme. Ce n'était pas la suite de la grande histoire du peuple juif. Parce qu'il y a une grande histoire du peuple juif. Comment ces gens-là ont pu survivre malgré les persécutions? Ils auraient pu aller à l'église, mettre un petit peu de flotte sur la tête, et ça y est, terminé le truc. Bien qu'en Espagne, même si vous mettez un peu d'eau sur la tête, la purezza del sangre peut vous poursuivre quelque temps. Mais bon, vous pouvez aller à la mosquée et dire la shahada, et ça y est, c'est fini. Quoi. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Beaucoup. Plus qu'on croit. Bon, bref. Donc, le sionisme s'est construit sur un vide. Alors, je vais vous dire, ce Haddad, là, il raconte n'importe quoi, bien sûr. Mais j'ai quand même des arguments, hein. J'ai des... Comment on dit ça? Je suis sourcé. J'ai une amie, moi, israélienne. Enfin, une amie, je ne l'ai pas vue depuis je ne sais pas combien de temps, mais enfin, quand même, chaque fois que je la vois, on se tombe dans les bras. Elle s'appelle Tzvia Walden. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas. Elle est l'épouse d'un homme merveilleux qui s'appelle Rafi Walden. Rafi Walden a dirigé le plus grand hôpital d'Israël. Il a créé une association qui s'appelait les Médecins pour les droits de l'homme. Il allait dans tous les... Pas lui, bon, mais ils ont créé un système avec des ambulances et tout ça bien équipé. Ils allaient dans le moindre village palestinien pour soigner les gens. Ils allaient à Gaza, ils ont fait faire des stages
aux soignants de Gaza pour l'ordre. J'ai fait un peu de suspense. Tzvia Walden, c'est la fille de Shimon Peres. Quelqu'un qui nous a saoulés avec, soi-disant, des utopies, des machins, à son âme. Il a une fille magnifique. Tzvia est une fille vraiment. Et donc, elle raconte dans un livre, une israélienne, je crois que ça s'appelle, si vous avez un Amazon sous la main, vous tapez Tzvia Walden. Elle raconte sa vie, une autobiographie, page 3 ou 4. Elle dit, quand j'étais enfant, je demandais à mes parents, mais qui sont ces gens-là, ces juifs qui n'habitent pas ici? Et qu'est-ce que lui répondent ses parents? De ces gens-là, il ne faut plus parler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On est pestiférés. C'est ce qu'on appelle, en Israël, on appelle ça les juifs galoutiques. Juifs diasporiques. Avec un mépris. Moi, je suis un juif galoutique. Quand je vois ma famille qui est là-bas, ils ne me parlent pas. Ah, ça va bien? Oui, ça va. Mais discutons de choses un peu. Moi, j'ai quand même un peu de culture. Je ne sais pas si vous l'avez observé, là. Alors, vous pouvez un peu discuter. Rien. Galoutique. C'est ce qu'elle a reçu, Madame Tzvia Walden. Pourquoi elle est une amie? Parce qu'elle est passionnée par ce Ben Yehuda. Et que moi, j'ai écrit des choses sur Ben Yehuda qui sont pas mal intéressantes. Mais bon, si vous les trouvez. Parce que je pense que Ben Yehuda a essayé de contrecarrer cette psychose qui était en train de s'installer. J'ai traduit son autobiographie où il prend conscience de l'existence d'un peuple palestinien. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec cette réalité-là? Il faut avoir des bonnes relations avec eux. La grande œuvre de Ben Yehuda, c'est quoi? C'est d'avoir écrit le premier dictionnaire de la langue hébraïque. Il n'en avait pas avant lui. Avec qui il a écrit? Avec un ami de Jérusalem. Grande famille, comment il s'appelle? Montefiore? Non, Montefiore, c'est un siècle avant. Non, la grande famille qui a donné le moufti de Jérusalem. Husseini. Alors, la famille Husseini, c'est une très très grande famille. Hein, il y a eu quelqu'un, il y a 30 ans, qui a été un des dirigeants de l'OLP. Bon, il y a eu le moufti. Bon, d'accord, il y a eu le moufti. Mais il y avait d'autres. Et Ben Yehuda, avec son ami Husseini, a établi ce grand dictionnaire de la langue hébraïque qui n'existait pas avant lui. Il a fait un travail remarquable, Ben Yehuda. On le traite de fou. En Israël, on l'appelle le Meshuga. Il y a une chanson de Eliezer, Ben Yehuda, Meshuga. Bon, d'accord, Meshuga, c'est le seul qui n'était pas Meshuga dans l'affaire. Meshuga, ça veut dire fou. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris les termes agricoles du Maroc, les termes agricoles en Irak, par exemple. Il s'est aperçu qu'en Palestine, ce n'était pas tout à fait les mêmes. Qu'il y avait des mots différents, quoi. Il y avait le palestinien. C'est quoi ce palestinien? Est-ce que ce ne seraient pas les descendants des Hébreux de l'Antiquité qui se sont convertis à l'islam ou au christianisme? Il y a des dirigeants palestiniens remarquables qui sont chrétiens. Madame Gérard, là, je crois, qui vient d'être libérée, cette femme remarquable, après 4 emprisonnements. Elle est sortie méconnaissable. Probablement, je pense que c'est une chrétienne, puisqu'elle a fait son accueil dans l'église de Ramallah. D'ailleurs, il y a des églises à Ramallah. Tiens, il y a des églises à Gaza. Quoi? Chez ces fanatiques-là, il y a des églises. Eh bien, il y avait des églises à Gaza. Il y avait même une synagogue à Gaza. Et c'était un des grands foyers du judaïsme. Gaza était un des grands foyers du judaïsme au XVIIe siècle. C'est de là qu'est parti le mouvement messianique de M. Sabtai Tzvi. Si je la raconte, cela je vous la raconte. Mais bon. Alors comment faire avec? Puisqu'ils avaient éliminé le judaïsme, qu'est-ce qui restait pour faire du sionisme? Ben, la maison, il faut la construire. On ne peut pas dire le nationalisme, bon d'accord, l'armée, la force. Une des figures de proue de mouvement sioniste, il faut que je vous dise que j'étais sioniste. Et un vrai, hein, je ne suis pas un sioniste du café de Flore. Vous voyez avec qui je parle, le monsieur qui se fait appeler par ses initiales. Encore un antisémite. Moi, j'y suis allé là-bas, j'ai vécu là-bas, 3 ans, et c'est ça, ça m'a guéri. Pourquoi je vous dis ça, je ne me rappelle plus. Bref. Ah oui, comment faire?
Donc c'était la force, la violence. Moi je pense que si ces braves juifs russes étaient venus gentiment, je connais mes orientaux, moi. Ils seraient venus. On est en détresse, on est persécuté, on est assassiné, on est massacré, on est découpé en morceaux. On voudrait venir vivre avec vous. Tfadlou, marhaba bikum. Non, ils sont arrivés en combattant. Et l'image, la figure de cette chose s'appelait, un type s'appelait Trompeldor. C'est un joli nom, Trompette d'or. Non, Trompeldor, c'est un russe. Et qui a été l'initiateur des mouvements d'autodéfense. Mais d'abord, pourquoi autodéfense? Qui vous a attaqué? Depuis des siècles, les Juifs étaient en Palestine. Vous savez que la majorité de la population de Jérusalem, ça vous ne savez pas, hein, j'ai découvert en traduisant le livre d'Eliezer Ben Yehuda, était juive. La majorité. Personne ne les embêtait. Il y avait en plus quelques Arméniens par là, aussi un quartier arménien. On n'a jamais entendu parler d'un problème. Et d'ailleurs, dans son autobiographie, là, il reçoit des gens qu'on appelle passionnistes, mais qu'on appelle en hébreu les Hobevei Tzion, qui descendent d'ailleurs de ce Léon Pinsker. Mais Léon Pinsker est mort en Russie. Ils arrivent à Jérusalem et Ben Yehuda, il est content de les recevoir. Ah, bonjour, ça va, ouais. Bon, vous savez quoi? Je vous ai trouvé parce que vous voulez installer une colonie, là. C'est pas forcément du colonialisme, on va habiter, là. Bon, parce que la vie en Russie, en Ukraine est insupportable. Bon. Eh bien, je vous ai trouvé des terrains à côté de Jérusalem. On pourrait faire un joli village, là, des réfugiés. Quoi? Jérusalem? Non, ça n'y est pas la tête. Comment ça, Jérusalem? C'est la ville mère du judaïsme. Ah non, on ne va pas vivre avec ces pouilleux de juifs orthodoxes. Cette haine du juif chez les sionistes, c'est dingue. Elle est documentée. Et vous voulez aller où? Ah non, on va aller à Jaffa. Jaffa? Ben oui, Jaffa, c'est un port, là, c'est bien, les immigrants arrivent, on leur offrira le café, le port, peut-être, je sais pas, et ils s'installent. Il dit, mais attendez, c'est un livre que la communauté m'a fait aucun effort pour que ce livre soit connu, hein. Mais bon, c'est normal. Il dit, mais attendez, Jaffa, c'est une ville arabe, on vit tranquille avec eux, mais si demain on va arriver 10 000 personnes à Jaffa, ça va pas aller, quoi. En plus, je vous connais, vous êtes bruyant, vous êtes chiant, vous allez créer des mouvements d'hostilité. Ah non, on s'en fout, les Arabes, c'est quoi ça? C'est tombé. Et Ben Yehuda écrit, traduit de ma plume, ou de n'importe quelle autre plume, ça aurait été pareil. C'est comme si un scorpion m'avait piqué le cœur, et j'ai vu dans cette décision les malheurs à venir. Il a écrit ça en 1915, 16. Il n'y avait rien. Le mouvement sioniste est arrivé le point fermé. Alors, il y a eu des mouvements variés. Il y a un mouvement qui s'appelait le Bilou. Bilou, c'était plutôt sympa. Ils ont dit, nous, on va travailler. C'est eux qui m'ont créé le kibbutz. Tout le monde admire le kibbutz. Moi-même, j'ai failli, heureusement, Dieu m'a préservé. J'ai un père qui était insupportable, mais qui avait un peu de lucidité. Je voulais aller vivre au kibbutz. Combien de gens vous avez dit? Et quand vous voyez ce kibbutz, le premier kibbutz était fait par 15 personnes. C'est un petit truc de juifs venant de Roumanie et de Russie. Et ils sont pressés de faire un règlement intérieur. Dans ce règlement intérieur, il dit la chose suivante. C'est réservé à des juifs. Je suis un arabe socialiste, hein, un arabe musulman. Bonjour, j'aime beaucoup votre expérience. Elle est très sympa, votre expérience de kibbutz. Je voudrais l'entrer avec vous. Ah non, pas question. Et, ah non, démerdez-vous, on ne va pas le savoir. Bon, c'est normal, c'est des arabes, des musulmans, on laisse tomber. Mais moi, je suis un juif yéménite. Un juif, un bon juif, je prie tous les jours. J'adore ce système de coopérative, de système. Je peux rentrer dans votre cœur. Ah non, vous êtes un juif arabe, non, c'est pas bon ça. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, alors? Ah ben, faites-vous un moshab. C'est un truc pour sous-développer, quoi. Pour sous-homme. On ne pouvait pas rentrer en kibbutz si on n'était pas. Si vous ne me croyez pas, je vous donnerai des preuves. Et donc,
ce système sioniste était un système vide intérieurement, en rupture avec toute l'histoire juive. Sans vraiment... Quel est le but de cette affaire-là? Offrir un... Quand la nature disait quelqu'un, je crois qu'il s'appelait même Aristote, même si c'est faux ce qu'il a dit, mais quand même la phrase est jolie. La nature a horreur du vide. En tout cas, les systèmes politiques, oui, ils ont horreur du vide. Et c'est dans ce vide-là qui va aspirer la religion fait retour dans les années 30, sous la figure d'un homme sans doute assez remarquable, vous appelez le rabbin, le Rav Kook. C'est pas lui qui a découvert le machin, hein, c'est un... Et ce type était détesté par les autres rabbins. Hein. Il était considéré comme un... Le Rav Kook a lancé le mouvement sioniste religieux. Et ça va être... Au début, on ne prend pas ça au sérieux, mais à partir de la guerre de 67, son fils, un voyou, paraît-il, moi je ne connais pas, depuis plus de secondes, il a dit, voilà, c'est le Messie qui est à nos portes, il va falloir aller conquérir et créer les fameuses colonies en Cisjordanie. En particulier, la première, c'était Hébron, et puis ça va continuer aujourd'hui, il y en a des centaines. Toute la région. Voilà un peu le tableau, sauf que, il faut que j'ajoute quand même quelque chose. Moi j'étais en Israël, et un jour je suis tombé sur un texte, sur un truc qui n'avait rien à voir. Vous savez, la providence divine, quand elle vient vous visiter, elle utilise des moyens. C'est du Kook ça, hein, c'est du Rav Kook. La providence divine, elle utilise des moyens détournés. Eh bien, pour moi aussi. Elle m'a mis entre les mains un texte de Maïmonide, pour lequel je n'avais pas une grande estime à l'époque. Maintenant, je suis un fan. Et on me dit, il y a un homme qui est vraiment notre grand homme du maïmonidisme. Ce monsieur, c'est un type dont je vais découvrir qu'il était exceptionnel, un de ses individualités comme il en existe très peu. Cet homme-là, en 67, quand il y a eu la guerre des 6 jours, que les armées israéliennes, en 6 jours, ont conquis la Cisjordanie, Jérusalem, et ça pleure, et le grand rabbin, il descend sur Jérusalem en sonnant du chauffard, et le Sinaï, et le Golan, et que sais-je, et tout. Merveille avec des merveilles, quoi. 6 jours. Ils ont mis 15 mois, et ils n'ont pas réussi à écraser les maquis du Hamas. Il n'y a pas de progrès là-dessus. Hein. Et donc, le 7e jour, un vieux monsieur, un juif pieux, mais un grand savant, universitaire, 4 thèses de doctorat allemandes, vous savez, les Allemands, là-bas à Berlin, dans les années 25-30, ça rigolait pas les thèses, c'est pas comme certaines thèses aujourd'hui. Bon, de toute façon, il parlait 19 langues, professeur de médecine, professeur de biochimie du cerveau, professeur de physique quantique, que sais-je encore. Et il va déclarer « Cette victoire militaire est la plus grande catastrophe de notre histoire juive depuis Auschwitz. Cette victoire va nous autodétruire. » Ce monsieur s'appelait Yeshayahu Leibowitz. Yeshayahu, pour vous le faire facile, parce que vous n'avez pas une gorge sémitique comme moi, dites Isaïe. Il s'appelait Isaïe. Mais bon, Yeshayahu, c'est quand même plus chantant, c'est plus joli. Mais bon. Et j'ai été le voir un jour pour lui dire, voilà, je viens de lire votre livre sur Maïmonide. Hein. Je vous raconte dans ce livre, celui-là, parce que vous en avez 3 pour le prix d'une conférence. Vous êtes gâtés ce soir. Donc, je ne savais pas quand j'ai été le voir. Je raconte ça dans ce livre. Il m'a dit, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Je me suis dit, vous savez, moi, avec Lacan, les séances courtes, je connais. Une demi-heure. C'est le bonheur. Je ne savais pas, je vous assure, croyez-moi, au moins sur ce point. Je ne savais pas qu'en entrant chez lui, au bout d'une demi-heure, ma vie allait changer. Qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le Très-Haut doit le savoir. Moi, ce que je sais, c'est que ma vie, depuis ce jour, n'est plus la même. Et elle n'a pas changé depuis. Ça fait quand même 1988, par là où j'ai rencontré, l'eau a coulé sur tous les ponts. Et cet homme, d'emblée, m'a pointé ce que c'est que l'infanticide. 300 enfants palestiniens, à l'époque. Et depuis, on a fait dans l'industrie. 300 enfants palestiniens sont morts par les forces. C'est une tache sur notre histoire qui ne s'effacera jamais. J'ai dit, d'où il sort celui-là? Je suis sorti de là, j'avais vraiment eu l'impression que ce qu'on appelle les prophètes d'Israël, il y en a un qui ils sont revenus, il y en a un qui est revenu, c'est lui. Je suis sorti de son bureau, je ne savais plus où j'étais, hein. Et je me suis mis à le traduire. J'ai traduit 7 livres de Leibowitz. Il faut bien s'occuper, hein. Il y en a qui regardent la télé, qui regardent Netflix, je sais pas quoi. Moi, je traduisais Leibowitz. Il n'y avait pas de Netflix à l'époque. Ceci dit, je regarde aussi Netflix. Je viens d'en voir un très joli, d'ailleurs, avec Al Pacino. Bon, bref. J'en ai traduit 7 de ces livres. Et en 1982, quand il y a eu l'opération qu'ils ont appelée Shlom HaGalil, la paix en Galilée, où l'armée israélienne encerclait Beyrouth. Vous savez ce que c'est Beyrouth? C'est une capitale d'un pays arabe. Ça ne s'encercle pas comme ça. Ça ne se bombarde pas comme ça, bordel. Et ils bombardent. Ouais, quoi, un quartier entier, tac. Dahir, comment ça s'appelle? Dahir. Il y a un monsieur qui s'appelle général en chef, qui s'appelle monsieur Eisenkot, qui a inventé cette doctrine du Dahir. C'est-à-dire, dans une guerre asymétrique, on extermine tout le monde et on n'en parle plus. Moi, si je m'appelais Eisenkot, je ne sais pas, je penserais... Ce Eisenkot, c'est un juif marocain d'origine. Il s'appelait en fait Azenkot. Azenkot, alors j'ai demandé à des gens, c'est quoi Azenkot? Il m'a dit c'est une forme de gazelle qui est dans le Haut-Atlas. Il paraît qu'il y a une gazelle qui s'appelle Azenkot. Son grand-père ou son père, je ne sais pas qui, est arrivé en Israël, en Palestine. Tu t'appelles comment toi? Azenkot. Ah d'accord. Eisenkot, ils m'ont appelé. Or, Eisenkot, c'est de l'allemand, ça. Et c'est quoi en allemand? Une merde de fer. Un étron de fer. Ce monsieur porte ce nom, ça ne le dérange pas, il va exterminer. Si c'est pas de la folie, tout ça. Et le pauvre quand même, il a perdu son fils récemment. Et son neveu. Alors il a beau faire d'arrière ou je sais pas. Voilà. Par contre, il est un peu con. Parce que M. Netanyahu, qui n'est pas con, il est intelligent, il a mis son fils à Miami. C'est tranquille. Donc, dans mon désespoir, parce que c'est désespérant, parce que la situation aujourd'hui est désespérante. On ne sait pas où on va. On n'a aucune idée. Le pire est dans nos portes, peut-être. Le pire n'est pas sûr, mais quand même, la menace est très inquiétante. L'autre connard qui s'appelle Smotrich, qui passe sur la crétin, une offense à notre tradition. Ne vous inquiétez pas, hein, dès que les otages seront libérés, on revient et vous allez voir, ça va, cette fois-ci on ne va plus rigoler. Mais quoi, quand est-ce qu'on a rigolé? 60 000 morts, ça ne suffit pas? Non, il ne veut plus rigoler, lui. On n'arrête pas, c'est fou. Un jour, il était interviewé sur une télévision qui s'appelle Arte. Quand même. C'est pas une officine de Mélenchon, ça, Arte. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, monsieur Smotrich? Eh ben, le Liban du Sud, quand même. Hein. Faut pas déconner, c'est quand même à nous. Hein. On va occuper le Liban du Sud. Hein. Et Gaza, bien sûr. Sauf que dans la Bible, jamais Gaza n'a été partie du royaume de David, par exemple. Oui, mais c'est pas tout. Hein. Ben, y a un bout de la Syrie,
Damas. Ah, Damas, c'est une ville juive. Ah ouais. Et puis, pas seulement l'Irak. Vous pensez que l'Irak... Il y a une partie de l'Irak qui doit être juive. Ah oui. Et puis, attendez, l'Arabie Saoudite, une partie, c'est le Grand Israël. Hein. Ah oui. Ah oui. Et l'Égypte, il y a une partie de l'Égypte. Ah, allô, hein. C'est à vous. J'ai dit, putain, quand est-ce qu'ils vont appeler le SAMU psychiatrique pour arrêter ce type? Mais il est ministre des Finances et il tient les affaires en main. Donc, on me fait dire que je parle trop. Absolument pas. Les psychanalystes, comme ils ne parlent pas dans leur cabinet, dès qu'ils sortent, on ne peut plus les arrêter. Bon. Alors, pour vous dire, ce livre-là, je l'aime beaucoup. Il s'appelle « Pourquoi je l'ai appelé ?» et je vais en finir avec ça. Pourquoi je l'ai appelé « Éloge de la... » je fatigue. « Éloge de la trahison. » Les trahisons, il y en a deux catégories. Il y a les bonnes trahisons et les mauvaises trahisons. Moi, j'ai des amis qui m'ont trahi, j'aime pas ça du tout, c'est des vrais salauds. Ça, c'est la mauvaise trahison. Quand vous trahissez vos amis, vous n'êtes pas fidèle, par opportunisme, par intérêt, vous trahissez. Ça, c'est pas bon. L'éloge dont je fais, c'est de la belle trahison. Il y a des bonnes trahisons. Par exemple, Leibovitz a dit « Je suis un traître à toutes les valeurs de ce pays ». Puis on citait d'autres. Le prophète Jérémie, dans la Bible, il a trahi. On l'a mis en prison, hein. Ça rigolait pas. Général de Gaulle, c'est un traître. En 40, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir ces imbéciles d'anglais qu'on déteste. Chaque fois qu'on fait une tournoi de 5 nations, ils arrivent à nous battre au rugby. Non mais c'est pas une trahison, ça. Jean Jaurès, c'est pas un traître? Jean Jaurès, c'est un traître. Tout le monde voulait faire la guerre et lui, il voulait pas faire la guerre. Paf, dans la tête, toi, Jean Jaurès. Après, on lui a fait des beaux boulevards, Jean Jaurès, tout ça. Donc on peut comme ça définir j'ai fait toute une liste, cette trahison éthique. Quand la société devient folle, elle devient nationaliste, elle devient prise dans le fanatisme, la position éthique, c'est de la trahir. Quand l'Allemagne est devenue nazie, Thomas Mann a trahi l'Allemagne, il est parti à l'étranger. Donc ce livre est un chant de douleur, quelqu'un a dit une élégie. Et à la fin, je me suis permis de dire quelque chose. Vous savez ce qui a fait quelque chose de très fort entre les Allemands, qui ont quand même commis la Shoah, le camp de la mort. Il y a eu, plus tard, un certain chancelier qui a été un traître, qui avait quitté l'Allemagne pendant la période nazie, qui s'appelait Willy Brandt. Et quand il arrive à Varsovie, il y a un monument sur le ghetto, il s'effondre en larmes, il s'agenouille, il demande pardon. Moi, je demande, si jamais Israël change, se débarrasse de ce sionisme pernicieux, que ce soit un État démocratique, où juifs et arabes vivront à égalité de droits et de devoirs. Qu'on construise un mémorial martyr du peuple palestinien. Et qu'une autorité juive, ça ne sera pas moi parce que je ne suis pas assez autorité, moi, je suis un second couteau, s'agenouille devant ce monument et demande pardon à toutes les souffrances que nous avons fait subir à nos frères palestiniens. Voilà, je m'arrêterai là. Bien, après cette brève introduction sur... C'est l'humour méditerranéen. Oui, soyons gentils. Donc après cette brève introduction sur quelques-unes des facettes littéraires, analytiques, philosophiques, psychanalytiques et historiques de Gérard Haddad, peut-être le temps est-il venu de vous donner la parole si vous avez des questions. Peut-être est-il le temps aussi de voir quel serait le futur de cette idéologie, quel serait le futur de cette région, comment imaginer des scénarios dans cette situation qui est extrêmement difficile, problématique et qui incite surtout au pessimisme.
Voilà. Donc, si vous avez des questions, bah, écoutez, chacun est libre de les poser. Il y a des micros. Voilà. Je vais vous demander d'attendre les micros. C'est pour l'enregistrement. Ah oui. On a besoin d'entendre la question. Bonjour et merci pour votre conférence. Je voulais vous poser la question, vous avez beaucoup parlé, et à raison, du sionisme comme étant l'expression du nationalisme juif né en Europe. Je voulais vous poser la question de ce qu'il en était du judaïsme séfarade et de son rapport avec le sionisme. Et puis, faut-il parler de juifs arabes ou du juif des pays arabes? Voilà un peu les... voilà, c'est les deux questions que je voulais... Je veux dire, moi, le byzantinisme, ça me fatigue. Qu'est-ce que c'est un arabe? Un arabe, c'est quelqu'un qui parle arabe, c'est tout. Les arabes d'Arabie, il n'existe pas, il y en a quelques-uns. La Tunisie a été... Combien d'arabes sont arrivés en Tunisie? Très peu, 10% de la population. Les Bni Hillel. C'était des berbères qui ont été convertis à l'islam. Et il y avait des juifs qui sont probablement aussi des berbères convertis au judaïsme, ou juifs, je ne sais pas. Je ne suis pas historien, je ne veux pas rentrer... Le sionisme est né en Europe à cause des persécutions des juifs en Europe. Les juifs dans le monde musulman, bon, il y avait cette fameuse dimitude dont on parle beaucoup, sans bien savoir de quoi il s'agit d'ailleurs. Il y a un historien marocain, là, comme il s'appelle, un juif marocain, on voit tout le temps à la télé, je ne me rappelle plus de son nom, qui a écrit l'histoire des juifs dans les pays arabes. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Hein? Benjamin quelque chose. Non, c'est pas Benjamin Stora. Non, non, c'est l'autre. Ben Sousson. Ben Sousson. Ben Sousson, Qui était un type sympathique autrefois. Vous savez, le vin, quand il vieillit, s'améliore. Il y a des gens, quand ils vieillissent, ils s'esquintent. Moi, je suis tout du côté du vin. Voilà. Ben Soussan, un jour, était assis à côté de moi. Il me dit je vais sortir l'histoire des Juifs en pays arabe. Je dis ah bon? Et sur les Juifs de Tunisie? Ah, pas de Juifs de Tunisie. Ah bon? Et la Turquie? Ah non, pas des Juifs de Turquie. Et le Yémen? Ah non, pas des Juifs. Je dis alors, tu fais l'histoire du peuple juif, mais pas de Yémen, pas de Tunisie, pas de Turquie. C'est quand même des morceaux importants, hein. Et il est devenu, alors son livre, je ne vais pas le juger, mais il s'auto-juge. Si vous lisez ce livre, ça ne vaut pas grand-chose. À la fin, il a tenu à mettre une page sur sa mère, une femme remarquable, je suis sûr. Et cette femme, elle est à Belleville, elle a quitté le Maroc, elle est dans la fenêtre et elle pleure. Maman, pourquoi tu pleures? Ben, j'ai la nostalgie de là d'où je viens. Mais si c'était l'enfer que tu décris, tu n'es pas assujetti. Alors c'est quoi la dimitude? C'est que on devait payer une taxe. La trima. Hein? La trima. Voilà. En échange, on avait le droit, on avait nos à Tunis, on avait nos institutions juives, on avait le grand rabbin, le tribunal rabbinique, tout ça, autonome, on faisait nos mariages, etc. On avait un statut protégé. On ne pouvait pas le toucher. Il y a un historien, bon, dès qu'on me lance, moi je ne m'arrête plus. Hein. Mais il y a un historien, d'ailleurs dans le livre que vous avez, un historien de Tel Aviv, mais qui n'est plus à Tel Aviv, qui a dit le monde musulman a sauvé le peuple juif. Ah, ça choque ça. Pourquoi il a écrit ça? C'est pas par amour. Mais bon, avec la dimitude, les Byzantins qui vont être écrasés en Palestine en particulier, etc. Les Byzantins avaient comme objectif d'éradiquer le judaïsme complètement. Et donc il y avait des foyers juifs un peu partout, dans les forêts, ils se cachaient, ils n'avaient pas de statut, etc. Et avec la conquête, incroyable d'ailleurs cette conquête quand on y pense, les juifs des différents pays se sont rassemblés, se sont retrouvés, des liens se sont constitués, et puis il va y avoir des moments particulièrement féconds. On cite toujours l'Andalousie, etc. Voilà, donc, de toute façon, le problème n'est pas là. Il faut arrêter de nous parler. Pour l'instant, nous sommes devant un drame, un martyr d'un peuple. Je m'en fous de tout le reste. Il faut qu'on arrête cette folie.
Il faut qu'on arrête la mort. Il faut qu'on arrête le meurtre des enfants. C'est tout. Tout le reste est secondaire. Dhimmi ou pas dhimmi. Ok, je suis dhimmi. Bon, et alors? Il y a un rabbin qui a dit vivement le califat. Un rabbin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce rabbin dit, le califat, c'était sympa quand même. On ne nous emmerdait pas. On faisait d'autres trucs et puis voilà. Bon, j'irai pas jusque-là et puis j'en sais rien. Puis on est au jour d'aujourd'hui. D'autres questions? On doit tous se dresser, aller dans les rues, manifester pour que le cessez-le-feu soit pérenne, que les assassinats ne reprennent pas dans la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et puis surtout, enfin à plus long terme, bordel de bordel, il faut trouver une solution à ce problème palestinien. Il faut leur donner un État. Ou si on ne leur donne pas un État, admettons que ce n'est pas la bonne solution. On crée un État démocratique. Moi, là, dans mon bouquin, j'en ai parlé de cette solution. On fait un État que j'ai appelé la République confédérale de Canaan. Ça sera pas plus... La République confédérale de Canaan. La République confédérale, c'est une idée de Ben Yehuda, hein, où tout le monde aura les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et on paiera les mêmes impôts, et on se fera chier tous ensemble, aller à l'armée, ou pas. Et vous savez, moi je pense, je peux me tromper, je suis un utopiste, je suis vieux, j'en ai vu peut-être pour très longtemps. Je pense que la symbiose judéo-musulmane est porteuse et très féconde. On en a eu des exemples historiques. Il y a eu d'ailleurs des propositions faites, je crois que c'est le roi Abdallah de Jordanie, etc. Et même des dirigeants palestiniens ont proposé aux dirigeants juifs sionistes, et si on faisait quelque chose ensemble? Mais pourquoi pas, bordel? Moi, je ne suis pas un Européen, moi, je suis un Tunisien, donc un Africain, moi. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose ensemble? Pourquoi on perdrait notre énergie, notre vie? Il y a tellement de belles choses. Dans le train, nous parlions avec mon ami, on a évoqué et le Moyen-Âge, et les machins, et la musique de trucs. Le monde est plein de beauté. Pourquoi s'entretuer? Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Voilà ma solution. On arrête de discuter. Ce qui compte, c'est arrêter le massacre. On n'est pas dans un meeting, hein, on discute entre gens qui s'apprécient. Concernant la solution d'un État, dans le cadre du Salon du Livre, il y aura une présentation qui est faite par le professeur Ricardo Bocco, qui a travaillé avec, disons, dans le cadre d'un projet qui a été lancé par Mekina Abdi sur la question d'un seul État démocratique confédéral. Peut-être qu'il faut d'abord un État palestinien, parce qu'ils ont besoin de dire nous avons un État. Après, dans un deuxième temps, une confédération. Mais dans l'égalité. Un des plus grands penseurs palestiniens, il s'appelle Edouard Ben Saïd. Saïd. Hein? Edouard Saïd. On l'appelle. Vous lui avez enlevé le Ben. Edouard Saïd, il a écrit un livre qui s'appelle L'égalité ou rien. C'est ça qu'il a écrit. Il y a un livre qui s'appelle comme ça. L'égalité. Je vous conseille de lire Ben Saïd. Saïd. Je sais pas pourquoi je le bénis. Je sais pas. C'est une bénédiction. Edouard Saïd a écrit des très belles choses, et en particulier pour ceux qui sont psychanalystes, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle. Il a écrit un livre sur Freud, et sur le Moïse de Freud, qui est très intéressant. Pour revenir à vos livres, monsieur, excusez-moi, vous m'entendez? Bien sûr, vous avez une voix qui porte. Oh, je sais, voilà. Lequel vous me conseilleriez si je peux en prendre qu'un seul? Ça s'appelle le jugement de Salomon, ça. Alors moi, je vous conseille, alors permettez, vous prenez un tiers de celui-là, un tiers de celui-là. C'est le jugement de Salomon. Alors, si vous... Il faut les lire les trois, hein, c'est ça? Comment? Il faut les lire les trois, c'est ça le... Si vous en lisez un, Dayeno, comme on dit chez nous, ce serait déjà pas mal. Ben, lisez mon dialogue avec les Bovitz. Ok. Donc c'est le premier à l'origine de la vie. Ah, celui-là? Et là, je le trahison. D'accord. J'ai tellement aimé ce monsieur qui était un vieil homme, qui est mort à 93 ans. Et quand il est mort, j'ai pleuré, vous n'avez pas idée, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans un hôtel et j'ai pleuré.
Peut-être faut-il signaler que Leibowitz a fait l'objet d'un excellent documentaire du grand réalisateur Eyal Sivan. Il en a fait deux, oui, pardon. Et moi, je n'en ai vu qu'un seul, donc c'est pour ça que je vous recommande absolument de le voir, c'est extraordinaire, ça s'appelle Itgaber. Et c'est vraiment une plongée dans la pensée de ce monsieur, mais aussi dans la réalité politique israélienne, dans ce qu'elle a de complexe et de mouvant, et de beaucoup plus nuancé qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Et j'ai traduit 7 de ses livres. Hein. C'est mieux que Yad Sivan de lire un bouquin quand même. Vous parlez de Voilà. Leibowitz. Et Sharon. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez prendre les livres en haut, je ne sais pas si vous voulez rester en bas pour signer ou si vous voulez les signer en haut. Moi, je suis votre invité. Ah, j'ai oublié une chose importante. Je voulais remercier très chaleureusement cette belle librairie qui m'a invité. Et ne pas l'avoir fait, je trouve que c'est honteux. Et je fais mon mea culpa. Mais j'étais tellement ému au début. Je voudrais aussi remercier Monsieur Abdelgeli Dali, qui a eu l'idée aussi de m'inviter. Et qui m'a fourni, pour m'aider, parce qu'il savait que j'étais un peu faiblard. Je ne crois pas que ce soit ça la raison, dit le motif. En tout cas, moi j'ai apprécié ta compagnie. Merci. Et elle m'a beaucoup aidé. Si je suis en forme ce soir, c'est un peu grâce à lui. Merci. Mais qu'est-ce qu'on viendra? Alors vous signez ici ou vous signez en haut? C'est ça la question. Mais il y a des questions, s'il y a des questions.